On y va. On a déjà beaucoup de monde dans la salle. Ouais. Voilà, la salle se remplit assez vite. On a déjà une centaine de personnes avec nous. Bien, écoutez, sans plus attendre, je voudrais remercier nos panélistes du jour, Sébastien Bismuth, Pierre Coursière, Christophe Mistou, respectivement de Jennifer, de Furet du Nord, de Monsieur Bricolage et Cédric, qui est le président de Diamart Group, pour notre débat du jour autour de l'expérience client et l'impact du Covid sur cette expérience client. Nous avons également dans la salle, et vous êtes déjà très nombreux à nous avoir rejoints, vous êtes plus de 150 retailers et partenaires tech, donc tous les retailers inscrits, merci d'être avec nous. Bienvenue aussi à l'écosystème retail et tech. Vous êtes très nombreux à nous suivre et fidèles à nos événements. Donc, merci à vous. On va sans plus tarder aussi remercier nos participants partenaires du jour, puisque vous avez ici avec nous à la fois Anna Naidenova de Parcel Lab et Sophie Piton, qui est consultante CX chez Usabila. Voilà, merci à vous tous. Je passe la parole à Cédric, s'il est avec nous. Voilà, pour une petite introduction, Cédric, il faut mettre le son. Donc, bonjour à tous. On approche du grand jour. Alors, on sait tous que le déconfinement pour nos vies personnelles ne sera pas aussi déconfiné qu'on aurait pu le rêver à l'origine. Par contre, c'est bien là le jour de réouverture des magasins. Et Michel, tu peux passer le… Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc on va démarrer la nouvelle vie du commerce. On va recommencer enfin à avoir des clients dans les magasins. La difficulté… Non, c'est pas ce slide à revenir en arrière. Pardon. Voilà, merci. Ah, c'est la technologie, c'est la distance. Donc, le principe, on va recommencer enfin à pouvoir faire du commerce et à s'occuper un peu de commerce. Selon les secteurs d'activité, on sait très bien qu'on va retrouver des niveaux d'activité qui seront assez variables et qui ne seront pas forcément extraordinaires dès le lendemain. Dans certains secteurs, par exemple sur l'Allemagne, où on a un petit peu d'ancienneté, puisque ça fait 15 jours là, que les magasins ont ouvert, on voit bien que selon les métiers, les niveaux d'activité sont extrêmement divers. Par exemple, dans le shopping, dans la mode, dans la bijouterie, les métiers comme ça, les chiffres sont quand même pas extrêmement encourageants. Il y a d'autres métiers où c'est plus facile. Par exemple, il y a un gros gap entre le textile adulte et le textile enfant. Le textile enfant a redémarré beaucoup plus vite et repasse quasiment sur ses chiffres de l'année dernière, alors que le textile adulte est très pénalisé. Et Christophe Mistou nous dira que par contre, un jardinage, bricolage, comme les gens sont chez eux, ils n'ont rien d'autre à faire que jardiner, bricoler. On est sur des chiffres, au contraire, depuis la réouverture, qui sont très bien. Donc là, on a 3 speakers qui sont sur des secteurs très différents, hein, mode, culture et bricolage, jardinage. Mais c'est très bien parce que ça va nous permettre d'avoir un balayage un petit peu large et d'assigner cette réflexion un peu générale. En tout cas, on va retrouver des clients à pouvoir refaire du commerce. On sait bien qu'on va le faire dans des conditions qui vont rester extrêmement difficiles à la fois sur le plan économique et opérationnel. Si on regarde le slide d'après pour réfléchir à quoi les gens travaillent, enfin, si je suis DG aujourd'hui d'un retailer, de quoi je m'occupe, bon, je suis en train de finir de replanifier mes budgets, de négocier mes PGE, de gérer ma trésorerie, etc. Ça a été un peu laborieux, on commence à y voir un peu clair. On sait tous qu'il va y avoir un peu de casse et que certains petits commerces ne rouvriront pas et que certaines chaînes seront en grande difficulté. Mais enfin bon, à très court terme, la trésor est quand même plutôt en train d'être contrôlée, on va dire. C'est plus un problème de rentabilité et de comment on sauve l'année, et on a des entreprises qui ne terminent pas exsangues complètement sur le plan de la capacité d'investissement. La deuxième grande priorité qui est également en train d'être sinon maîtrisée, en tout cas qui le sera bientôt, c'est la gestion des opérations pour la réouverture et les jours de la réouverture. On ne va pas tellement s'attarder sur ça aujourd'hui. On dira juste un mot de retour d'expérience de Christophe, puisque lui, ses magasins sont ouverts depuis 15 jours. Mais surtout, les sujets, c'est comment je fais revenir le niveau d'activité le plus vite possible à un niveau à peu près normal. Comment je fais pour qu'il y ait des clients dans les magasins. Comment je leur donne envie d'acheter. Comment je les stimule. Comment se passe la vie dans les magasins de manière plus générale. Bon, puis ensuite, il y aura des sujets un petit peu plus stratégiques qui ne sont pas vraiment l'objet d'aujourd'hui.
Encore que, par exemple, tout le monde, quasi tout le monde va avoir des budgets de crise avec de la repriorisation pour s'adapter à un budget de crise et au nouveau monde. Et donc tout le monde est en train de rebalayer ou va commencer à rebalayer ses projets d'investissement et de développement en se demandant qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'accélère, qu'est-ce que je ralentis. On était tous, avant la crise, sur un triptyque qui était technologie, digitale, 1. 2, l'humain, la réinvestissement sur l'humain, le lien, etc. Et 3, commencer à travailler sérieusement la RSE. C'était trois grands sujets pour tout le monde. Comment on rebalaye toutes ces priorités, tous ces multiples projets. Et là encore, au bout du bout, on sait bien que le juge de paix là-dessus, ce sera un peu le banquier, mais ce sera quand même beaucoup le client. Et troisièmement, commencer à se projeter sur qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce que notamment toutes ces tendances que je viens d'évoquer, qui étaient des choses très fondamentales, est-ce qu'elles vont se confirmer? Je vous prends juste un exemple qui va être sans doute pas mal débattu dans la table ronde d'aujourd'hui. Tous les consultants expliquent, et moi y compris, depuis des années, que pour que les magasins aient un sens à côté des e-commerce, il faut réinvestir dans l'humain, la relation, etc., dans le point de vente. Est-ce que ça reste vrai dans un contexte de distanciation sociale, de parano, de post-traumatique et où l'humain en face est potentiellement un sac à virus? Comment on fait pour investir sur la relation client-vendeur avec un vendeur qui porte un masque et qui se tient à 1,50 m de son client, etc., etc. Donc là, c'est des réflexions un peu court terme, mais plus fondamentalement dans ce qui va rester des traces rémanentes de tout ça, est-ce qu'on va finalement plutôt vers une expérience client qui doit être encore plus centré sur la relation, l'émotion humaine, etc., de la confiance, etc. Ou au contraire, est-ce que ça va accélérer, sinon la robotisation des magasins, sans aller jusque-là, mais en tout cas des formes de distanciation et d'un commerce plus froid et sécurisé, par exemple. Pour savoir ce qu'on doit faire en matière de strat et d'investissement, encore une fois, le juge de paix, c'est le client. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui avec nos 3 speakers. Qui vont nous partager leurs réflexions. Alors, on est un peu dans la boule de cristal. Honnêtement, personne n'a la vérité révélée sur comment comporteront les clients et comment il faut les traiter demain dans les mois et les années qui viennent. Mais on va commencer à réfléchir un petit peu à tout ça. Quand vous prendrez la parole pour la première fois, Sébastien, Pierre et Christophe, évidemment, vous nous direz un petit peu qui est votre entreprise et votre parcours en 3 mots. Mais je pense que vos enseignes, tout le monde les connaît, c'est des très belles enseignes. Et peut-être pour démarrer d'emblée sur des choses concrètes, on a la chance parmi vous 3 d'en avoir un qui a des magasins ouverts depuis un bout de temps, qui étaient d'abord un peu ouverts sur l'alimentation animale et maintenant qui sont ouverts complètement depuis, je crois, 15 jours, Christophe. Et donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, alors, comment se porte l'activité, mais surtout, quel retour d'enseignement vous avez sur comment se passe la réouverture, du point de vue des équipes, du point de vue des clients, du point de vue du commerce, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce que vous avez raté éventuellement ou réussi. Et donc, quel retour d'expérience tu as sur la réinstallation de l'expérience client dans des magasins une fois ouverture? Ok, d'abord, merci pour votre invitation. Rapidement, Monsieur Bricolage, c'est un peu plus de 800 points de vente en France, sous l'enseigne Monsieur Bricolage, sous des enseignes de type Briconote ou des indépendants. Et c'est un volume d'affaires de 2 milliards d'euros. Mon parcours, très rapidement, c'est un parcours de distributeur classique du magasin à ses fonctions de direction générale, très petite expérience dans l'alimentaire et une expérience en revanche plus longue sur l'aménagement de la maison chez Kingfisher et puis chez Monsieur Bricolage depuis 4 ans. On a la chance de faire partie des secteurs qui, par décret, ont pu rester ouverts. La réalité a été un peu différente puisqu'au départ, nous n'étions pas organisés d'un point de vue équipement de sécurité pour accueillir nos clients et protéger nos salariés. Et donc, les réouvertures ont été plus progressives. En clair, les 4 premières semaines, les 3-4 premières semaines ont été extrêmement difficiles en chiffres et les impacts ont été lourds. En revanche, depuis 3 semaines maintenant, les niveaux de chiffres sont conséquents et aujourd'hui nous sommes en croissance versus N-1.
Peut-être une toute petite parenthèse sur le click and collect qui a explosé complètement, puisque les volumes qui passent par notre site, et ça a évidemment généré des soucis de flux, ont été multipliés par 10 depuis le début du confinement. Voilà. Donc, tu dis bien, parce que ça va donner de l'espoir à tout le monde, j'insiste là-dessus. Tu es en positif par rapport à l'année dernière. On est en positif, très, très sensiblement en positif depuis 3 semaines, mais tu le disais, les clients se mettent à travailler, se mettent à bricoler. Tout ce qui est reporté depuis des années, ils ont enfin le temps de le faire chez eux. Donc, il y a probablement une relation à la maison qui est un peu spécifique pendant ces moments-là. Le réseau du groupe est plutôt rural, semi-rural, ce qui veut dire qu'on est beaucoup sur l'horizontale, et donc maison plus jardin. Et évidemment, on profite de tout cet environnement. Alors, comment ça se passe dans les magasins? L'interaction avec les clients, l'expérience, les équipes, ça vit comment tout ça? Quelques couacs au départ, principalement avec les autorités et sur toute la notion de biens de première nécessité qui n'a jamais été précisée par le gouvernement, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'un bien de première nécessité? Et puis, au fur et à mesure de la mise en place de mesures de sécurité de plus en plus draconiennes en magasin pour protéger les collaborateurs et pour protéger les clients, les choses se sont apaisées. On reçoit beaucoup de témoignages très positifs de la part de nos clients qui assimilent un peu notre distribution à ce qu'on a ressenti au départ avec l'alimentaire, une forme de service rendu à la population. Donc beaucoup de retours très positifs. Ce qui est important en revanche, hein, j'insiste, parce que chaque fois qu'on a eu des incidents, c'était sur ces sujets, et c'est évidemment les mesures de sécurité que l'on donne à voir et que l'on met en place dans nos magasins. À partir du moment où les clients sont rassurés, il n'y a aucun problème, il y a plutôt même une reconnaissance d'être resté ouvert. Il y a moins de clients, Les par clients contre, sont les disciplinés. crédits sont beaucoup plus élevés. Pardon, les clients sont disciplinés, ils respectent les règles, enfin ça se passe de manière assez fluide et apaisée. Oui, clairement, il y a plutôt un bon respect. Il y a vraiment très très peu d'incidents sur la totalité du réseau. Et encore une fois, hein, c'est plus de 800 points de vente, donc ça donne même un échantillonnage qui est assez important. Les équipes, le port du masque, la trouille, etc. Vous avez la majorité des équipes sont revenues et vivent ça correctement. La majorité des équipes sont revenues lorsqu'on a des problématiques. C'est plutôt par rapport aux gardes d'enfants, parce qu'on a un certain nombre de pères et de mères de famille, plus souvent la mère d'ailleurs, qui sont contraints de faire l'école. Et donc, les problématiques que l'on peut rencontrer, parfois d'absentéisme ou de difficulté à réengager le travail, concernent ces populations. On a une partie des gens aussi qui peuvent avoir peur, hein, bien entendu, et donc il n'y a pas d'obligation et le volontariat est une règle, mais franchement, c'est assez minime. La quasi-intégralité de nos collaborateurs aujourd'hui sont engagés. On a une particularité, c'est évidemment nos entrepôts logistiques qui sont soumis à une pression qui est très forte depuis 3 semaines. Et sur ces entrepôts, non seulement 100% de nos effectifs sont engagés, mais on fait appel à des intérimaires, puisque pour nous, au-delà de l'urgence sanitaire et financière que tu évoquais tout à l'heure dans ton introduction, l'enjeu aujourd'hui s'est déplacé sur l'approvisionnement et je pense que ça va être l'enjeu pour notre secteur, en tout cas, sur les 2-3 prochains mois. Ok, donc tu as fait des envieux là dans la salle, hein, quand tu dis que tu es positif sur tes chiffres. Donc sur les autres secteurs, on n'a pas forcément cette chance. Donc Pierre et Sébastien, vous allez rouvrir le magasin le 11. Bon, vous aviez un petit peu de e-commerce qui tournait, je suppose que comme tout le monde, vos chiffres sont bien portés, mais enfin, ça ne compense pas, loin s'en faut, les chiffres du magasin. Comment vous, peut-être en commençant par, je sais pas moi, par Pierre, par exemple, comment vous imaginez le niveau d'activité que vous allez retrouver et le type de défi ou d'enjeu sur le plan commercial que vous allez avoir dans les semaines et les mois qui viennent?
Tout d'abord, bonjour à tout le monde et merci de votre invitation. Comment? Et puis un petit mot sur le furet, bien sûr. Absolument. Donc Furet et Deux Citres, hein, je n'ai que l'enseigne Furet derrière moi et je m'en excuse pour les équipes de Citres, mais voilà, j'ai passé 10 ans chez Marks Spencer au début de ma carrière, ensuite 6 ans à la Fnac. Je pilote le Furet du Nord depuis 2003 et on a eu le privilège et la chance de racheter l'entreprise De Citres qui était notre collègue régional Rhône-Alpin en janvier 2019. Qui nous a permis et d'agrandir le réseau et de gagner en verticalité, puisqu'on a aussi fait l'acquisition de Deux Citres Interactive, qui est un très très bon professionnel sur la partie digitalisation de notre commerce. Donc, Combien de magasins? Nous avons 31 magasins aujourd'hui, dont 20 magasins Furet du Nord, dont 2 en Belgique, et 11 magasins de Citres. Voilà. Moi, je rêve d'avoir les problèmes de Christophe, qui est de m'occuper, de ne pas avoir assez de stock à vendre. C'est mon rêve le plus absolu, Christophe, donc j'espère y être confronté. Mais plaisanterie mise à part, oui, on réouvre tout ce qu'on pourra réouvrir le 11. Encore faut-il que les centres commerciaux soient autorisés à réouvrir. Bien évidemment, on a mis en place les logiques sanitaires, mais pour moi, c'est presque un sujet qui est derrière nous parce que voilà, tout ça est très clair. Tout ça est très clair pour nos collaborateurs, tout ça est très clair pour les clients. Il y a une vraie conscience collective, et Christophe l'a confirmé, je pense on a très très peu de problèmes de comportement liés à ça. Il fallait rassurer tout autant les collaborateurs que les clients et tout le monde s'attend à un certain nombre de précautions de base, je dirais, qu'ils s'attendront à trouver dans tous les magasins, que ce soit les plexis, le gel et les masques. Voilà. Et à partir de là, moi je pense que les gens vont très rapidement rentrer dans une volonté de repartir en commerce, de repartir en magasin et il y aura une distanciation sociale un peu technique, mais qui pour moi ne sera que technique et très très vite, on va se remettre à échanger, on va se remettre à vraiment faire notre métier de magasin, c'est-à-dire parler aux clients et jouer ce lien social qui a manqué à tout le monde pendant cette période de confinement. Donc moi, je suis assez optimiste sur la non-barrière liée aux éléments sanitaires. Tout le monde va s'y habituer, ça va devenir une deuxième nature, on va dire. Alors, c'est peut-être plus compliqué pour des gens comme Sébastien parce que le textile demande des contraintes un peu plus fortes, certainement. Mais l'envie sera là et je pense que très vite, les gens vont revenir nous voir. Et donc dans ton budget, par exemple, tu as des hypothèses de retour à un niveau d'activité quasi normal avant l'été ou après l'été? Alors, moi j'ai un outil assez efficace pour planifier ça. Voilà, c'est celui-là. Donc, de temps en temps, je le mouille un peu et on décide, suivant le jour et le taux d'humidité de la pièce, comment ça va redémarrer. Donc, plaisanterie mise à part, ce sera, oui, compliqué, je pense, jusqu'en septembre. Je pense que septembre, avec la rentrée scolaire, avec la rentrée des classes, nous amènera logiquement sur un niveau de business qui sera entre moins 5 et plus 5 par rapport à aujourd'hui. Moi, j'ai écouté ce matin une information qui est intéressante pour nous tous. Le taux d'épargne des Français est passé de 15 à 20% en 6 semaines. Voilà, soyons bons et soyons attractifs pour aller chercher une partie de cette surépargne. D'autant qu'ils ne vont pas dépenser d'argent beaucoup pour les vacances, puisqu'ils vont devoir aller passer leurs vacances en banlieue de la ville où ils habitent. À Melun. Sébastien, donc dis-nous un mot sur Jennifer, et puis toi, comment tu anticipes la reprise sur les prochaines semaines? Bonjour à tous déjà. Donc Jennifer, c'est une enseigne de 500 magasins, on est 2000 personnes, on fait quand même 80% de notre chiffre d'affaires en France. Et c'est une enseigne qui existe depuis plus de 35 ans, que j'ai repris avec un consortium d'investisseurs il y a un peu moins de 2 ans. Donc, on a investi pas mal dans le rachat de cette boîte. Et on peut dire que c'était du restructuring. Et on peut dire qu'en 18 mois, 20 mois, on est arrivé à amorcer un retournement assez significatif de l'entreprise et reconnu, d'abord reconnu par les parts de marché qui ont fortement augmenté. On est leader sur les 10-18 ans aujourd'hui au niveau des jeunes filles. On a gagné 2,5 points, voire 3 points de part de marché sur les 10-15 ans. Et nos chiffres ont fortement augmenté puisqu'on est passé d'une entreprise qui générait une perte EBITDA à un bénéfice.
Donc, on a fait le meilleur mois de février 2020 de toute l'histoire de l'entreprise parce qu'on a changé notre façon de travailler et avec beaucoup moins de promos, de soldes, alors que le mois de février est en général un mois difficile. On avait fait une collection capsule avec une chanteuse ultra connue, donc on a fait un mois de février extraordinaire. Et évidemment, là, comme tout le monde, au mois de mars, le couperet est tombé. D'abord, donc ça a été le choc, un gros choc. Je me rappelle que mon premier COMEX par Zoom, quelques jours après, j'avais des larmes aux yeux, littéralement, parce que vraiment, on était, nous, en train d'optimiser les détails des détails pour faire une bonne année, de trier nos stocks, de rendre nos sacs plastiques payants, d'optimiser tout ce qu'on pouvait optimiser dans la logistique, dans les produits, etc. Et puis, donc, il y a eu un choc. De là, j'ai commencé à comprendre l'ampleur des dégâts. Donc, on parle pour nous d'une perte de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ces 2 mois et avec des projections jusqu'à la fin de l'année de moins 50 du 15 au 30 mai et puis des baisses de chiffres entre moins 20 et moins 10. On parle d'une chute de perte de chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Donc, vous imaginez l'impact. Parce que toi, ton hypothèse dans la mode, c'est que dans la mode, le shopping, l'achat à plaisir, etc., sur la tranche d'âge que tu vises, tu es prudent ou voire pessimiste sur le retour. Non, je ne suis pas pessimiste. Moi, je suis plutôt optimiste, mais le rôle de mon directeur du contrôle de gestion, c'est de prévoir des choses réalistes. Donc, il ne m'écoute pas, mais si moi je m'écoutais, évidemment, je crois à une reprise fortement. Je pense que les gens auront envie de consommer. Moi, j'ai une clientèle jeune qui a envie de produits, qui n'aime pas forcément la promo, qui aime bien le dernier produit à la mode et puis qui change de taille, donc qui a besoin de s'équiper. Je suis optimiste. Mais les prévisions qu'on a écrites qui sont plus réalistes, on va dire qu'on pense tourner en moyenne sur un -50 et puis un -20 et puis un -10 et jusqu'à peut-être un -5 jusqu'à la fin de l'année. Donc l'impact, il est énorme et le mass market supporte des stocks. Donc on a eu des pertes de stocks considérables et évidemment un impact de trésorerie énorme. Donc voilà, donc je suis passé par cette inquiétude, par la négociation avec les banques, ça fut très très compliqué. J'ai cru que je ne reviendrais jamais dans ce bureau, qu'on ne s'en relèverait pas, hein, parce qu'on était juste en retournement. Donc déjà, l'éligibilité était une discussion, on était finalement éligible. Et aujourd'hui, je le dis parce que c'est ma première sortie, entre guillemets, médiatique, on va dire, à l'extérieur, puisque ça fait 8 semaines que je suis terré dans mon trou sans savoir si on allait s'en sortir ou pas. Donc, autant vous dire que je n'allais pas trop m'exprimer. Et là, j'en profite, hein, je souffle un grand coup, puisque depuis 2 jours, on a obtenu nos prêts PGE, alors des prêts importants qui vont nous permettre de pouvoir continuer l'entreprise, continuer l'aventure. Et je finis juste, Cédric, en disant que par contre, l'impact de cette crise, il n'est pas à vie, mais on va le supporter pendant les 6 prochaines années, puisque maintenant, nous nous retrouvons avec une entreprise endettée et il va falloir être encore plus performant dans les années à venir dans notre modèle pour pouvoir rembourser cette dette qui est liée à cette crise. Ok, bon, merci pour ces… On voit que selon les secteurs d'activité, les types de métiers, etc., il va falloir piloter un peu à vue parce les anticipations sont quand même assez différentes et on peut imaginer que sur le plan de l'expérience client sur lequel on va se concentrer maintenant et la relation… Donc quand on dit expérience, c'est les parcours, qu'est-ce qui se passe dans l'interaction entre le client, le produit et le vendeur dans le magasin et plus particulièrement toutes les dimensions relationnelles. Pardon. Donc d'essayer d'imaginer comment, au-delà, on va dire, du mois de la réouverture sur lequel les comportements seront probablement encore très tâtonnants et très liés au sanitaire, donc on va peut-être oublier un peu les premières semaines et essayer de se projeter sur ce qui pourrait s'installer progressivement, les nouvelles routines, on va dire, qui vont s'installer peut-être à partir de la rentrée, par exemple, ou à partir de l'été, et puis surtout d'essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on peut garder durablement de ça. Et donc, on commence un petit peu, on fait un premier petit tour là-dessus, puis ensuite, Michel nous dira quelques mots sur comment la techno peut
peuvent aider à ça, puisque l'un des rôles de l'ICC, c'est quand même d'aider le retail à rencontrer la retail tech. Si on refait un petit tour rapide, sur le plan des parcours d'achat ou des comportements d'achat, peut-être en commençant par Christophe, est-ce que tu imagines que dans les mois qui viennent, bon, on va avoir quelques prudences, quelques précautions, quelques complexités pour respecter la distanciation, mais que finalement, les comportements, les parcours, les rythmes vont rester assez proches? Ou est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait des transformations dans la façon d'utiliser les différents canaux qui t'inscrivent de manière plus durable? C'est difficile à dire, bien sûr, hein, mais… Uniquement, en tout cas, je parlerai uniquement pour M. Bricolage. Je crois qu'on avait pris en compte en fait, ces évolutions dans le parcours client bien en amont, puisque on fait partie des secteurs qui sont plutôt préservés du e-commerce, mais malgré tout avec une montée en puissance d'acteurs importants sur notre métier. Et donc les réflexions, puisque nous aussi on a beaucoup travaillé à restructurer l'entreprise comme Sébastien, les questions se sont vite posées sur quelle pouvait être la différenciation, la singularité du groupe. Et donc on a fait un travail vraiment en partant de l'ADN de l'entreprise, hein, et très vite on retrouve ces valeurs de proximité, de solidarité, de serviabilité qui sont des valeurs cœur pour le groupe. Ce qui veut dire qu'on a fait depuis 2-3 ans maintenant, on a engagé en tout cas le groupe vers une évolution de concept, une approche client différenciée pour prendre en compte ce que nous sommes et prendre en compte l'environnement des pure players. On pourrait citer Amazon, Cdiscount ou d'autres. Je crois que c'est important pour nous, c'est pas oublier ce que nous sommes, ne pas oublier tout le travail qui a été engagé, et puis d'évaluer l'adéquation entre ce qui se passe aujourd'hui et ce que l'on a engagé. Pour moi, c'est plus un catalyseur qu'une source de révolution par rapport à ce qui a été engagé. Donc, après, ça accélère plutôt la trajectoire que vous aviez définie plutôt que ça ne la remet en cause. Exactement. Et donc, c'est plutôt dans cette trajectoire-là, en revanche, et c'est ce qu'on est en train d'essayer d'évaluer, c'est qu'est-ce qu'il faut peut-être pousser ou qu'est-ce qu'il faut peut-être un peu plus retenir. Nous aussi, on a des arbitrages, évidemment, d'investissement à mener par rapport à cette restructuration lourde. Mais ça ne remet pas en cause, selon moi, en tout cas pas à ce stade, le chemin que nous avions pris. Pierre, tu avais toi aussi poussé très fort sur le furet depuis longtemps. Tu dis que les gens ne doivent pas venir dans les magasins par besoin, mais par plaisir, et que c'est ça ton credo. Compte tenu de ce que tu nous disais tout à l'heure, j'imagine que vous n'allez pas dévier de ça, au contraire, vous allez encore le renforcer. En fait, on a la chance, on verra, hein, mais on avait la chance d'avoir réfléchi un peu à tout ça. Moi, je crois beaucoup tu l'as dit, à l'accélération et à la radicalisation des tendances. Donc, si on a pris une voie qui est bonne, on va l'accélérer effectivement. Et dans tous les cas, ça va se radicaliser. Je crois beaucoup au sablier où tout ce qui est au milieu, sans trop avoir de positionnement, va souffrir. Par contre, il faut être très, très fortement positionné sur l'un ou l'autre créneau, que ce soit du premium par rapport au low cost ou d'autres logiques. Mais il faut être très fortement positionné pour être très visible et très cohérent et très compris par une clientèle qui sera de plus en plus radicale. Nous, notre radicalité, tu l'as dit, c'est le plaisir. C'est d'abord les magasins. C'est le click and collect qui marche déjà très très fort dans nos métiers depuis longtemps, mais qui va continuer à pousser évidemment, et backé par du e-commerce, du livre expédié et pourquoi pas d'autres produits, mais tout ça à l'intérieur d'une marque, ou de deux marques en l'occurrence, qui sont comprises et sur laquelle il y a beaucoup d'affect par les clients. Et pour moi, ça va pas changer fondamentalement. Je ne crois pas à quelque chose qui va radicalement changer demain post-confinement, mais je pense au contraire que ça va vraiment radicaliser les comportements et on espère être dans cette radicalisation, être bien perçu pour ce qu'on sait faire. Christophe parlait de valeurs, nous on les a redéfinies, hein, c'est partage, engagement, curiosité et optimisme, et on va vraiment s'appuyer là-dessus pour continuer à avancer. Si je fais une petite métaphore un peu basique,
On est en vélo, on a pris un gros coup de vent sur le côté, il faut se remettre en danseuse et appuyer très fort sur les pédales, mais sur un chemin qu'on a déjà commencé à prendre, mais qu'il va falloir continuer. Après, je vais être court, mais tu posais souvent la question et tu l'as mis au cœur du sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller pousser l'investissement sur le digital par rapport au physique? Moi, je ne le verrai pas comme ça. Je pense que la révolution, elle vient aujourd'hui, elle va venir avec des bailleurs. Jusqu'à présent, on avait des relations avec des bailleurs qui nous mettaient vraiment sous pression pour avoir des rentabilités sur nos commerces physiques. Et je pense que cette pression est en train de basculer, est en train de passer beaucoup plus du côté des bailleurs. Et je pense que le physique a un vrai gros avenir, c'est-à-dire continuer à ouvrir des points de vente ou à renforcer nos points de vente à partir du moment où les bailleurs auront compris que c'est terminé, ils ne peuvent plus juste raser gratis et tout mettre tout le poids des charges et tout le poids des aléas sur les preneurs. Mais il y a un vrai travail, et là pour le coup ça va être une forte évolution, voire une révolution dans notre rapport avec les bailleurs et nos capacités et leurs capacités à avoir des centres commerciaux et des endroits de commerce physique qui est le nombre nécessaire, qui est la qualité de l'offre nécessaire demain, parce que plus personne n'acceptera les conditions financières dans lesquelles on était tous contraints jusqu'à présent. Voilà, donc c'est pour moi l'autre sujet. Vous savez que vous n'êtes pas sans savoir, tous les gens qui nous écoutent, qu'il y a des discussions extrêmement intensives et animées, on va dire, sur ce sujet entre les bailleurs et les commerçants en ce moment, sur comment on traite les loyers des mois de fermeture, mais aussi la part de variabilité à la réouverture. Sébastien, en un mot ou deux, avant qu'on fasse la petite pause tech, toi, tu imagines que dans la façon d'utiliser les magasins et dans le poids des canaux notamment, comment tu projettes ça dans ton secteur d'activité, sachant que tu es sur une clientèle qui est par nature extrêmement ouverte au digital, puisque tu vises de l'ado ou d'un très jeune adulte. Donc, est-ce que c'est des gens pour qui le physique a le même sens aujourd'hui et demain que pour les autres? Et comment tu imagines les parcours? Bon, alors, un mot ou deux, ça va être dur, mais je vais essayer de faire court. Mais d'abord, j'espère, parce que je n'ai pas vu dans la liste qu'il y avait des bailleurs dans le webinar, mais ils devraient avoir un peu plus de curiosité et venir nous écouter, parce qu'effectivement, il faut qu'ils soient bien au courant, qu'il va falloir qu'ils s'accrochent bien, parce que je partage avec Pierre à 1000% que le rapport entre les bailleurs et nous va changer fortement et ça va révolutionner nos modèles, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir une telle pression des loyers et que les foncières dégagent des milliards et de dividendes et de résultats, alors que pour nous, c'est très difficile au quotidien. Donc, il va y avoir un gros changement sur le sujet et on est unis et solidaires sur le sujet. Mais, donc, le rôle des magasins par rapport à l'omnicanal chez toi, ça peut changer, ça peut bouger, ça reste… Ça va dépendre du comportement des bailleurs, où ils vont m'encourager à rester dans le physique, ou ils vont me décourager parce que le changement important du Covid, c'est quoi pour une entreprise concrètement? C'est quoi? Ce n'est pas le changement comportemental des gens. Il ne faut pas rêver. Vous avez bien vu, le McDo a réouvert, il y avait 3h30 de queue devant un McDo. Les gens n'ont pas changé du jour au lendemain. Ce n'est pas 2 mois de crise qui font changer les gens. Je n'y crois pas du tout. Par contre, que ça accélère les mouvements, bien sûr que ça va accélérer les mouvements. Mais le changement fondamental, c'est que nous avons des entreprises endettées. C'est qu'on a dû emprunter pour passer ce cap. Donc, du jour au lendemain, entre il y a 2 mois et aujourd'hui, on a une dette. Et une dette, on la rembourse. Donc, pour la rembourser, il faut être rentable. Donc, notre exigence à la rentabilité va être beaucoup plus forte. Et c'est ça, pour moi, la grosse différence. Donc, après, pour répondre, alors Cédric, je suis désolé de casser une idée que tu avais sur ma clientèle, sur notre clientèle jeune. Notre clientèle jeune ne va pas sur le web. Aujourd'hui, il y a des études Kantar que je pourrais te passer. La part d'achat des 10-18 ans sur le web est beaucoup plus faible que la part d'achat de ces mêmes 18 ans sur le physique, pour une raison très simple. Elles n'ont pas de mode de paiement, déjà, donc ça complique. Et une autre raison, c'est qu'elles changent de taille. Et aujourd'hui, il n'y a pas une marque qui a les mêmes façons de traiter un S, un XS ou un XL.
Donc, on a une cliente qui n'aime pas le web. Et la dernière chose qui est très importante sur ce Covid, vraiment une leçon extraordinaire qu'on vient de vivre. Si on t'avait dit, Cédric, il y a 2 mois, allez, on va tester, on va fermer tous nos magasins et on va voir c'est quoi le poids du web si on devient un pure player. Tu m'aurais dit quoi? On m'a dit, bon, ben, tu vas récupérer 10, 15, 20% de chiffres. Je ne sais pas ce que tu m'aurais dit. Mais jamais tu m'aurais dit ce qui est la réalité aujourd'hui. La réalité, c'est qu'OK, on fait x2, x3, mais ça reste 6% du chiffre. Donc aujourd'hui, le mass market, c'est définitif. Moi, j'ai toujours cru évidemment au retail physique. Depuis toujours, je pense qu'on a envie de voir, on a envie de se balader, on a envie d'aller avec ses copines, on a envie de sortir, on a envie de partir en famille. On peut confirmer que le mass market n'est pas adapté à un modèle digital et de e-commerce. Sur des petits produits à petit prix, on a envie de se déplacer, d'acheter immédiatement, d'essayer et de repartir avec son produit. Donc, le Covid nous aura appris ça, il nous aura confirmé qu'il y a de l'avenir dans le retail physique. Mais faut-il que les modèles soient rentables? Il y aura une accélération très forte, évidemment, du click and collect, des process, de la RFID. Il y aura des accélérations pour vraiment dégager un univers de marque, pour être différenciant, etc. Donc, tout ça va accélérer des mouvements qu'on avait déjà entrepris, mais c'est loin d'être la mort du retail physique. En tout cas, on a bien vu qu'à travers ce Covid, on ne remplaçait pas notre chiffre par le digital. Merci. Il n'y a rien que j'aime tant que les idées contre-intuitives et les choses un peu imprévues. On se fait une petite pause techno. Michel, tu as identifié, enfin, un des rôles de l'ICC, c'est de balayer comment la techno peut aider les retailers à accélérer leur transition et les évolutions de modèles, le tout de manière rentable et orienter client. Dis-nous ce que tu as à nous dire sur le sujet. Écoute, on a identifié effectivement un certain nombre de technologies qui sont particulièrement pertinentes à l'heure où il faut un peu réinventer l'expérience client. Et je vais commencer, et on en a 2 aujourd'hui qui sont avec nous, et je vais commencer avec Sophie de la société Usabila, qui effectivement intervient sur un petit peu toute la chaîne de valeur en amont finalement de la livraison, et on verra ensuite avec Parcel Lab le dernier kilomètre, comment c'est géré. On est sur des modes multicanaux, évidemment, avec des sites web qui drainent du trafic en magasin et qui convertissent, et on voit bien que c'est aujourd'hui très important. Et donc, bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Est-ce que vous représentez donc Usabila, une solution voix du client? Que fait et à quoi sert Usabila en 2 mots? Oui, bonjour Michel, merci beaucoup de me donner la parole et bonjour à tous. Alors, Usabila, pardon, je commence bien. Usabila permet de recueillir des feedbacks clients grâce à de mini-questionnaires qui sont déclenchés pendant le parcours client sur des points de friction notamment. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour comprendre, résoudre ces points de friction et donc dégager du chiffre d'affaires. On a 500 clients dans le monde et on équipe des players comme Zalando, France Télévisions, Air France, mais aussi Intersport ou le PSG. Alors, pour bien comprendre l'importance de cette voix du client, vous faites référence parfois à cette pyramide de l'expérience client. Qu'est-ce que représente cette pyramide? Alors, la pyramide de l'expérience client, c'est un peu le cœur de la méthodologie Usabila. Si vous voulez, pour optimiser l'expérience utilisateur sur vos canaux de distribution, la première question qu'une entreprise doit se poser, c'est est-ce que mon site, est-ce que mon expérience répond aux besoins de mon client? Donc, est-ce que le client, à la sortie de l'expérience avec votre entreprise, il dit « j'ai trouvé ce que je cherche, j'y ai trouvé ce que je cherche ». Ensuite, on va passer à la facilité d'usage. Donc, la navigation est facile, l'expérience est facile. Ensuite, à la notion de plaisir, c'est intuitif. Et enfin, grâce à ça, on va pouvoir créer des ambassadeurs. Aujourd'hui, la crise a rebattu les cartes. Alors, j'entends que tout à l'heure, Sébastien disait non, ça n'a pas révolutionné. Je suis tout à fait d'accord. Pourtant, il y a 3 constats. L'audience s'est élargie, on l'a tous vu. Donc, il y a des nouveaux clients qui expriment des nouveaux besoins ou des besoins légèrement différents. La consommation est impactée par de nouveaux besoins, je l'ai déjà dit, mais surtout, et dernier point, l'audience a de nouvelles attentes. Et ça, on le sait tous. On se pose tous la question, comment répondre à ces nouvelles attentes en termes de sécurité, en termes d'hygiène, en termes de livraison, notamment, gros point pendant la crise du Covid.
Alors, pourquoi ces 3 points ont un impact? C'est parce que nos clients, les personnes qui aujourd'hui utilisent Usabila et les solutions voix du client en général, ont dégringolé cette pyramide. Aujourd'hui, ils doivent à nouveau se poser la question, quel est le besoin de mon utilisateur? Quel est le besoin exprimé par mon audience? Effectivement, la crise a changé la donne. On voit bien que tout le monde se rabat sur les besoins de première nécessité. Il y a un retour aux fondamentaux. Et donc, face à cette nouvelle donne, quel constat est-ce que vous avez fait sur la nécessité de rester en phase avec les besoins actualisés de ces clients? Leur poser la question, typiquement. Oui, tout à fait. Alors, on va passer le slide. Voilà. Donc, déjà, 3 constats principaux avec un petit exemple. Et je vous en donner un deuxième après pour que ce soit encore plus clair. Donc, le premier constat, c'est qu'au mois de mars, on a eu plus 40% de feedback au global sur Usabila. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est simple. Ça veut dire que votre client, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'avoir de l'information, il a besoin de communiquer avec vous. Il est dans un moment d'incertitude, il a besoin de parler, il a besoin d'entendre. De garder le lien avec l'entreprise avec laquelle il est fidèle. Le deuxième constat, c'est une hausse du trafic. Vous l'avez tous vu. Alors, ça ne convertit pas forcément selon les secteurs et selon les industries. Malgré tout, il y a une audience qui est élargie. Cette audience, il faut bien entendu la connaître, la comprendre et s'adapter à elle dans la mesure du possible. Enfin, et c'est ici que l'exemple de Leroy Merlin est super intéressant, vous avez été très nombreux à développer de nouvelles fonctionnalités pendant cette crise. Vous avez été extrêmement créatifs. J'ai pris ici l'exemple du drive parking de Leroy Merlin. Leroy Merlin, bien entendu, se pose la question à la fin du confinement, est-ce qu'il y a une appétence pour ce service après la crise? Est-ce que voilà, ça a été sollicité pendant la crise? Est-ce que l'après-crise, voilà, ça reste quelque chose d'intéressant pour notre client? Il pose donc la question, ce service vous intéressera-t-il après le confinement? Et la réponse lui permet d'adapter ses services aux besoins de ses clients. Alors, en pleine crise du Covid, vous avez fait pas mal de sondages, de questions, et vous avez un client aux États-Unis qui a fait quelque chose tout dernièrement et dont les tests sont assez édifiants. Vous pouvez nous en dire plus sur ce dernier client et ce côté un petit peu scoop? Oui, alors le scoop de l'année sans doute. Non, en fait, nos clients ont beaucoup utilisé notre outil pour savoir ce qui se passait pour comprendre les sensations, le vécu de leurs clients. Et alors, j'ai pris cet exemple parce que, oui, effectivement, on a eu les résultats avant-hier. Donc, Choice Hotel, pour vous donner une idée, c'est un peu le booking.com des US. Après une période de creux très importante, ils ont vu leur trafic repartir à la hausse à la mi-avril. Alors là, ils se sont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que font les clients sur ma page de réservation? Parce que c'était une page extrêmement visitée, la page de réservation. Tout simplement, ils ont posé la question aux visiteurs. Qu'est-ce que vous faites ici? Aux visiteurs qui avaient de toute évidence l'intention de réserver une chambre d'hôtel. Et contrairement à ce qu'ils pensaient, seulement 20% de ces personnes disaient oui, je veux réserver une chambre à cause ou dans le contexte du Covid. Les restants, donc les 80% restants, ont répondu non, non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec le Covid. Moi, je veux réserver une chambre pour mes vacances, je veux réserver une chambre pour le loisir. Alors, c'est un exemple éloigné, c'est aux États-Unis, mais pour moi, c'est un exemple qui peut nous donner espoir. J'espère que de la même manière en France, tous les clients vont retourner en magasin dès que possible. Merci beaucoup, Sophie, pour ce message d'espoir. Pour résumer, en fait, il est vraiment urgent de capter en temps réel tous les nouveaux besoins et les priorités des clients pour performer à la fois online, évidemment, et en magasin. Et Usabila semble être la bonne solution pour aider tout le monde, les retailers, à comprendre en temps réel ces nouveaux besoins qu'ont leurs clients. Donc, après le parcours d'achat omnicanal où la voix client est clé, passons au post-achat. Et je vais passer la parole à Anna pour la société Parcel Lab. Donc, Anna Neidenova, vous dirigez Parcel Lab en France. Une solution qui s'inscrit dans le parcours client post-achat. Dites-nous en quelques mots ce que propose Parcel Lab et en quoi c'est particulièrement innovant. Oui, bonjour Michel. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on a vu que 93% des e-commerçants, pour 93% des e-commerçants, l'expérience client s'arrête au paiement. Une fois que le client a acheté son produit en ligne, le retailer arrête toute communication avec le client et donne la main au transporteur. Chez Parcel Lab, nous considérons que l'expérience client post-achat est tout aussi importante que l'expérience client avant l'achat. Alors, nous allons redonner la main aux enseignes sur les communications post-achat pour créer une expérience client 100% personnalisée et brandée.
Plus concrètement, ce que ça veut dire est que nous allons remplacer les communications génériques des transporteurs avec des communications personnalisées et sous la marque du retailer. Le résultat, c'est que nous avons créé un tout nouveau canal marketing pour les 450 retailers avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, avec des points de contact supplémentaires, ce qui permet de fidéliser les clients, de le garder toujours dans l'environnement de la marque et de le rassurer tout au long de son parcours client. Donc, le client ne voit qu'une seule tête tout au long de son parcours, celle de l'enseigne. Et pendant la crise du Covid et le confinement qu'on vit depuis presque 2 mois, on a un fort report des achats sur le e-commerce ou en click and collect. Certains d'entre vous, messieurs, l'ont dit. Et notamment en drive, pour certains retailers, ceux qui pouvaient rester ouverts en tout cas, l'expérience a été encore plus importante qu'en temps normal. Vous avez constaté la même tendance avec vos clients? Oui, totalement. D'un côté, nous avons vu des pics d'activité pour beaucoup d'e-commerçants avec une augmentation du chiffre d'affaires parfois à la hauteur de 100-150%, par exemple pour des retailers alimentaires, électroniques, bricolage, équipements sportifs, équipements de la maison. Nous avons comparé l'activité pendant la période de COVID-19 avec d'autres grands événements du e-commerce comme le Saint-Valentin, Pâques, Black Friday et Noël. Et pour beaucoup de catégories de produits, les pics d'activité liés au COVID-19 sont assez exceptionnels. À la différence d'autres pics d'activité pendant l'année que les retailers peuvent préparer et anticiper, les pics d'activité liés au COVID-19 doivent souvent être gérés avec des effectifs réduits, ce qui complique encore plus la situation. Effectivement. Et alors, l'impact de ces pics d'activité non prévus sur l'expérience ou la relation client, c'est quoi? Tout d'abord, les consommateurs sont sous beaucoup de stress lié à la situation, mais aussi à l'incertitude liée aux achats en ligne. Ils ne savent pas s'ils peuvent encore commander en ligne, ceux qui peuvent commander et surtout s'ils vont recevoir leur colis. Ce qui fait que c'est encore plus important de communiquer avec le client pour le rassurer et le guider pendant les différentes étapes de la livraison de son produit. Ce qui est important aussi est de donner au client un seul point de contact et que la marque est le seul interlocuteur pour le client qui est déjà stressé par la situation de ne pas savoir quel transporteur est toujours opérationnel. Oui, effectivement, une problématique particulière dans l'expérience client qui prend une importance particulière. Donc, les gens se demandent où est leur commande, le fameux WISMO, donc le Where is my order. Et Parcel Lab est particulièrement attentif à cette question. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, absolument, Michel. Effectivement, le deuxième impact qu'on a vu sur l'expérience client est que le service client des retailers est sursollicité en ce moment. Ce qu'on appelle des WISMO, ou mon colis en français, représente actuellement 70% des appels au service client. Ces appels peuvent être réduits de 25% si le retailer communique d'une manière proactive pour tenir le client informé sur la situation et les éventuels retards de sa livraison. C'est précisément ce que Parcel Lab permet de faire, réduisant ainsi très significativement la sursollicitation des équipes service client et augmentant par là même la confiance et la satisfaction client. Comme quoi, ce n'est pas simple d'acheter sur le web. Absolument. Mais il y a beaucoup de Il faut inventer plein d'outils pour essayer de s'en sortir. Hein. En magasin, vous venez, il n'y a pas de problème, vous repartez avec votre produit. Mais le web aide beaucoup aussi parfois aussi à se repérer pour arriver en magasin. On sait que 3 commandes sur 4, enfin 3 visites de magasin sur 4 commencent sur un écran. Donc, effectivement, pour conclure, Anna, est-ce que vous pourrez résumer comment vous permettez à vos partenaires retailers de créer une approche post-achat qui est centrée sur le client et quels résultats concrets vous obtenez avec eux? Oui, tout à fait. Tout d'abord, nous allons permettre aux retailers de garder leurs clients dans l'environnement de la marque, ce qui va fidéliser les clients et créer des opportunités d'upsell. Par exemple, Lidl, qui est un de nos clients, a constaté une augmentation de panier moyen de 12% et MediaMarkt a généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire en un mois pendant Noël grâce à notre solution. Pour des retailers comme IKEA, par exemple, les enjeux sont de diminuer les appels au service client et ils ont constaté une baisse de 25% de ces appels suite à l'implémentation de notre solution, générant ainsi des économies considérables. Pour des marques fortes comme H&M, c'est très important de fournir à leurs clients une expérience 100% personnalisée et brandée. Et le résultat est qu'ils ont fidélisé davantage leurs clients et amélioré la satisfaction client avec 55%. Oui, donc en fait, effectivement, assumer de A à Z le parcours client en tant que marque, c'est quand même important et on voit bien que ça permet des occasions de contact nouvelles et un ROI très important à plein de niveaux, tant sur les économies que sur la performance. Merci Anna. Je vais conclure en présentant votre livre blanc. Effectivement, on a deux livres blancs à proposer à nos auditeurs aujourd'hui que vous pourrez bientôt télécharger. Il y a celui de Parcel Lab qu'on voit à l'écran. Sur l'impact du Covid-19 sur l'expérience client dans le retail, que vous pourrez demander dans le questionnaire de satisfaction juste après ce webinaire. Et puis, il y a
livre blanc qui va apparaître bientôt, fin mai, qu'on est en train d'écrire en partenariat avec Validify, qui recensera les 20 solutions les plus aptes à vous aider pour la reprise, apparaître fin mai. Donc, vous pourrez réserver ce livre blanc en avant-première dans le questionnaire de satisfaction. Voilà, je vais rendre la parole et le micro à Cédric, qui va reprendre le débat là où on l'avait laissé. Cédric, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends, mais c'est toi qui m'as désactivé. Donc, ce qui était intéressant dans la dernière intervention là, que disait Sébastien, c'est que finalement, tu nous disais que contrairement à ce que beaucoup de gens expliquent, où on nous dit le monde ne sera plus jamais comme avant, le client va ressortir profondément transformé, toi tu dis bah non, ce qui a changé c'est les modèles économiques certes, mais par contre sur le plan de la relation client, des comportements clients et de la façon de faire le métier dans les magasins, ça va accélérer un peu certaines tendances, mais ça ne va pas profondément changer la façon de faire le métier. Les deux autres, vous partagez ça Christophe, Pierre, vous avez la même vision Moi, franchement, je suis très confortable par rapport à ce que vient de dire Sébastien. Encore une fois, moi, je crois beaucoup à la force de la cohérence dans tout ce que l'on fait et l'alignement entre les discours, les actes et du coup l'expérience client vécue. Et donc, par rapport à notre modèle à nous, qui est proximité, et tout ce que l'on a pu engager, les questions que je peux me poser aujourd'hui sont plus sur l'accélération d'un certain nombre de choses. Si je parle de proximité, par exemple, dans mon métier, évidemment, la crise va renforcer la dimension ou les questionnements autour de filières françaises pour l'approvisionnement, etc. Ça fait partie, évidemment, des sujets qui étaient d'ores et déjà posés. Nous importons, par exemple, moins de 4% de produits directement d'Asie. Et c'est peut-être justement comment on fait pour mobiliser nos industriels en France pour pouvoir accélérer cette dimension-là. Mais je suis d'accord avec Sébastien, je ne pense pas à des révolutions en termes de comportement. Donc, ce n'est pas tellement les gens qui changent, c'est le contexte économique, les filières, l'organisation géoéconomique du monde, mais pas tellement les gens et leur comportement d'achat finalement. Je crois à ça. Oui. Je pense que ces mutations ont commencé il y a bien longtemps et c'est peut-être plutôt qu'est-ce qu'elles vont révéler ou qu'est-ce qu'elles vont nous contraindre à accélérer. On finira, ça sera sans doute le dernier thème qu'on abordera tout à l'heure, c'est la question de la RSE dans un contexte post-Covid qui se pose peut-être un peu différemment, évidemment. Pierre, toi, tu nous l'as déjà dit un peu tout à l'heure, tu partages, j'imagine, cette idée que finalement, le contexte